Benoît est DRH de L'Oréal France et vice-président délégué de la NDRH. Vos applaudissements. Mais je crois qu'on n'a plus besoin de présenter Benoît Serre. J'ai envie de dire, Benoît est un DRH multidiffusé dans les médias. Je suis désolé. On le voit partout pour notre plus grand bonheur, notre plus grand plaisir. Pardon, mais Benoît, quand je pense à L'Oréal, oui. Moi, il y a un truc que je kiffe à chaque fois, c'est de pouvoir me passer la main dans les cheveux comme ça. Voilà. Mais c'est obligatoire. En fait. C'est un truc que je ne peux plus faire. Et donc, ça, voilà, je peux pas. Donc... Déjà, c'est mort maintenant, je pense. Donc, bon. Benoît, vous écrivez d'ailleurs une chronique bimensuelle sur entreprise et carrière. Ouais. Vous intervenez beaucoup sur les évolutions court et moyen terme et recommandations du monde de l'entreprise du travail. La transformation du métier RH et de DRH que vous portez avec l'NDRH aux côtés d'Audrey, toute l'équipe évidemment, mais bien sûr chez L'Oréal France, sont au cœur de vos préoccupations. Aujourd'hui, cher Benoît, vous allez justement nous parler de ces évolutions court et moyen terme, vos réflexions, votre analyse et vos recommandations. Très bien. C'est à vous, bienvenue, merci d'être là. Bon, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. J'ai une espèce de casse sur les oreilles, j'ai horreur de ça, mais c'est pas grave, je vais gérer. C'est gentil d'être venu déjà. C'est difficile de prendre le sujet. Je vais essayer de vous dire des tas de trucs que vous savez déjà. Ce que j'essaye de faire, c'est croiser les données, en fait. Ce qui se passe, vous le savez, si je cumule tout ce qui se passe depuis à peu près 3 ans, et dedans, la crise sanitaire est un des éléments, mais ce n'est pas forcément le plus fondamental. On arrive aujourd'hui à une période qui est un petit peu unique, en fait, dans l'histoire des entreprises ou de la société en général, c'est que vous avez une conjonction, un croisement d'événements externes, internes, prévisibles, non prévisibles, qui crée une situation qui va nécessairement et durablement impacter et le monde du travail, et donc ceux qui le gèrent, c'est-à-dire les RH, notamment dans les entreprises. Si vous prenez rapidement cette conjonction d'événements, vous avez effectivement la pandémie. Il s'avère qu'en Europe, on en est sorti, mais comme vous le savez, en Chine, ce n'est pas le cas, et dans d'autres pays, mais elle a quand même eu un premier effet si je ne prends que la partie du travail. C'est... Vous l'avez sans doute vécu, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça aussi, alors qu'on avait vendu au monde du travail en général, depuis des années, presque 100 ans, qu'il y avait un modèle d'organisation du travail qui était globalement immuable. Je vais au bureau et j'en reviens. Vous savez qu'aller au bureau, ça date du milieu du 19e siècle. Avant, personne n'allait au bureau. Donc on a découvert, dans un espèce de stress test général, que sous l'effet de l'urgence ou des protocoles ou des obligations, peu importe, il y avait donc un modèle alternatif d'organisation du travail qui existait, qui était celui que vous connaissez aujourd'hui d'un modèle hybride. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la France était un pays qui était particulièrement peu développé en fameux télétravail, puisque vous aviez à peu près 3% des salariés avant la crise sanitaire qui faisaient du télétravail régulier. Aujourd'hui, vous êtes à 26%. Alors que dans les Nordiques ou ailleurs, vous aviez déjà des taux beaucoup plus importants, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc vous avez un premier phénomène qu'il faut retenir, non pas celui du télétravail, mais celui du fait que chacun a pu constater que le modèle de travail et de management qu'on pensait immuable ou qu'on avait fait croire comme immuable ne l'était pas, sous l'effet de l'urgence, et donc c'est un premier pan. Après, vous avez d'autres événements. Vous avez effectivement la guerre, vous avez l'inflation. Il faut comprendre que ça fait 25 ans qu'aucun dirigeant n'a dirigé une entreprise avec une inflation à 6. Jamais. Par conséquent, on a perdu l'habitude. Moi, je suis très âgé, donc je m'en souviens. Mais vous avez une époque où les inflations se baladaient à 14, d'autres à 7, à 8, et donc vous aviez des évolutions de masse dans ces eaux-là, mais c'était intégré dans les modèles, parce que vos prix évoluaient. Là, aujourd'hui, la plupart des dirigeants, vous avez vu les annonces qui sortent à droite à gauche, sont littéralement tétanisés, parce qu'effectivement, il va falloir sans doute faire des augmentations générales de 4, de 5, de 6, j'en sais rien, ça dépend des entreprises, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que moi je conteste absolument les discours politiques consistant à dire qu'il faut augmenter les salaires, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire, d'abord, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt les entreprises qui décident. Et la deuxième chose, c'est que chaque entreprise est différente, ça dépend de ce qu'elle a fait les années précédentes, ça dépend de sa situation économique, ça dépend de plein de choses. Mais en attendant, on est confronté à un phénomène inflationniste dont personne ne sait combien de temps il va durer, et tout le monde lutte contre la fameuse spirale inflation-salaire, mais n'empêche qu'on est confronté à ça, et là, c'est un peu une inconnue. Troisième, la guerre avec tous les problèmes énergétiques que ça pose. Sans doute un été que vous avez vécu comme moi au soleil et sous la canicule, qui a fait prendre conscience de manière très quotidienne qu'il se passait quand même un truc. Même cette conscience était présente de manière un petit peu globale comme ça. Mais là, il y a une espèce de sentiment. Et donc on se dit, ok, j'ai une conjonction d'événements qui fait que la société du travail est en train de changer. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'on a bien une conjonction d'événements. C'est faux parce que lorsque j'ai commencé à entendre parler, ou à parler moi-même, du fait qu'il fallait développer le management par la confiance, vous avez entendu tout ça, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Le bouquin qui a structuré ça, c'est un bouquin des années 2000 qui s'appelle La société de défiance. Tout le monde savait que le management par la confiance est bien plus efficace que le management par le contrôle. Tout le monde le savait. Seulement, on n'avait pas vraiment de raison de le faire. Je parle de manière globale. Je ne parle pas plus de L'Oréal que d'autres. On n'avait pas vraiment de le faire. Et là, on a en plus un phénomène supplémentaire qui est que le marché du travail vient de se retourner et on est passé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés, comme vous savez, au moins sur certains métiers. Parce que je me méfie de la généralisation. Il ne faut pas exagérer, vous avez des tonnes de métiers qui ne sont pas du tout sur des marchés d'employés, qui restent sur des marchés d'employeurs. Mais n'empêche que vous avez énormément de métiers qui sont passés sur un marché d'employés, et notamment des métiers auxquels on ne s'attendait pas à cela. Tout le monde sait que les métiers de la tech, pour une raison très simple, il y a plein de raisons à ça, au-delà de la transformation digitale, c'est parce que la France ne produit pas assez d'ingénieurs par an. C'est tout simple. Donc il y a une espèce de... Ce qui n'est pas vrai pour le contrôle de gestion, ce qui n'est pas vrai pour les RH, et pourtant, ce sont des métiers qui sont devenus rares avec le combat de recrutement qu'il y a aujourd'hui sur ces métiers-là. Donc le phénomène d'inversion de marché du travail vient surajouter un élément à tout cela. Mais encore une fois, les tendances étaient présentes depuis des années. C'est pour ça qu'on a beaucoup dit que cette crise ne créait rien, à part un foutoir innommable, elle a juste accéléré des tendances, et maintenant on est face à ces tendances. Et qu'on doit y répondre, parce que sinon, il va y avoir une distorsion de plus en plus forte entre les attentes des acteurs du marché du travail d'un côté, et puis ce que les entreprises sont capables de faire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Si vous prenez la peine de lire les chroniques que j'essaye d'écrire depuis 3 ans, c'est épuisant, on trouve un truc tous les 15 jours, je peux vous dire. La prochaine qui sort, que j'ai appelée la triple inversion, elle est déjà sortie, je crois, mais moi je ne l'ai pas encore publiée. J'explique ça. J'explique qu'on a une inversion du marché du travail, marché employeur, marché employé. On a aussi une autre inversion qui est très frappante, c'est que moi, ça fait 20 ans que j'entends des DG me dire il faut se transformer de plus en plus vite, etc., etc. Mais les salariés ne comprennent rien, ils ne se transforment pas, ils sont rétifs à la transformation. Le système vient de s'inverser. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de salariés qui disent mais attendez, mais qu'est-ce que vous attendez pour transformer vos modèles d'organisation? Qu'est-ce que vous attendez pour transformer vos modèles de management? Qu'est-ce que vous attendez pour ceci, cela? Donc vous, entreprise, en fait, vous êtes beaucoup plus loin à la transformation que ce que j'imaginais. Alors que ça fait 20 ans qu'on nous sert l'inverse. Donc c'est un petit peu tout ça, on est dans la situation d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que ça impacte pour la fonction RH? Moi, je crois qu'une entreprise, c'est une petite société. Autrement dit, elle est traversée par les mêmes phénomènes sociétaux. Que vous soyez grand ou petit. Et que certes, votre culture d'entreprise peut permettre de corriger un peu les faits, mais vous avez quand même un mouvement de fond qui est en train de s'installer partout, dans les petites et dans les grandes. Et ce mouvement de fond, on ne l'arrêtera pas. Aujourd'hui, il est, en France notamment, un petit peu temporisé par le fait qu'on a une législation du travail qui est extrêmement contrainte et qui a été écrite à une époque où le monde hybride n'existait pas. Comme vous êtes tous des RH de grand talent, vous savez tous qu'il y a un problème technique très simple, c'est le fameux remboursement des frais de transport. Juridiquement, demain, moi j'ai un gars de L'Oréal qui vient expliquer qu'il va s'installer à Aix-en-Provence. Je peux être contraint par la justice de lui payer ses allers-retours et ses hôtels. Pourtant, c'est lui qui a fait ce choix-là, parce que moi, je n'ai pas le droit de lui imposer un lieu de résidence. C'est un exemple que tout le monde donne, parce que tout le monde le connaît, mais il est très parlant. Mais cet exemple-là, vous allez le trouver partout dans le Code du travail. Et c'est vrai que je plaide beaucoup pour ça,
puis on verra comment ça va pousser, je pense qu'il faut s'offrir le luxe de relire le Code du travail. Et que cette initiative doit être prise par les pouvoirs publics ou par les partenaires sociaux, peu importe. Mais il va falloir le faire parce qu'on a un Code du travail qui n'est pas adapté au monde du travail tel qu'il est en train de s'organiser. C'est pas qu'il est bien ou pas bien, c'est qu'il n'est pas adapté. Et que si demain, on ne fait pas attention à ça, on a un vrai risque qui est d'avoir un monde du travail qui finalement se régule, ou un droit du travail se régule par la jurisprudence au fur et à mesure de situations un peu paradoxales qui s'installent. Or, un droit du travail géré par la jurisprudence, c'est le pire du pire, parce que vous êtes sur une instabilité juridique totale. Aujourd'hui, personne ne se saisit vraiment de ce sujet, parce que personne ne veut s'en saisir. Les DRH sont confrontés aussi, ou le seront de plus en plus, non pas à savoir si je fais 1 jour de télétravail, 2 jours de télétravail ou 3 jours de télétravail, ça c'est l'écume. Le vrai sujet, de mon point de vue, c'est une attente très forte de liberté d'organisation dans le travail. Ce qui est très différent. C'est pour ça que je pense que le débat sur 5 jours, 4 jours, c'est un débat dépassé, c'est pas la question. Il va falloir se reposer la question de comment je redonne de la liberté d'organisation dans le travail. Juste avant de venir ici, j'intervenais au MEDEF, parce qu'en fait je suis DRH de L'Oréal France, mais je fais surtout beaucoup d'interventions. Mais il ne faut pas leur dire. S'ils croient que je travaille. Et donc ils s'en sont pas rendus compte, donc on va profiter. Non, j'ai expliqué ça, c'est-à-dire, par exemple, je ne serais pas étonné qu'à horizon assez rapide, la question de la comptabilisation hebdomadaire du temps de travail pour des gens dont le métier est télétravaillable, aujourd'hui c'est 26%, la NDRH avait fait une étude il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, qui disait que c'était 50 à horizon 5 ans. Ça ne veut plus rien dire. Tout le monde vit sous le risque de 2 heures supplémentaires. Un type qui sort en disant « Attendez, moi j'ai calculé tout ce que j'ai fait chez moi, je suis en heure supplémentaire. » Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des entreprises aujourd'hui, ce que je trouve absolument effrayant, et là les RH doivent lutter contre ça. Essayent de mettre en place des systèmes où on va compter le nombre de clics, etc. C'est horrible. Est-ce que c'est ça la société du travail qu'on veut faire? Donc c'est pour ça que la fonction RH, elle a un rôle important de voir un tout petit peu plus loin et d'essayer de voir comment on va faire évoluer le système. Parce que sinon, on aura tous le risque d'une espèce de rupture entre les aspirations des personnes et le modèle d'organisation tel qu'il est mis en place. En revanche, à ceux qui réclament des transformations demain matin, du temps de travail, de tout ce que vous voulez, je dis attention. Je dis attention parce qu'il ne s'agirait pas de casser la machine. Et donc, il faut admettre l'idée qu'il va falloir gérer les impatiences. D'un côté, les impatiences d'un certain nombre d'éléments du monde de personnes du monde du travail qui veulent voir changer les choses, et de l'autre, la nécessité pour les entreprises de résister à ça, et ça les RH ont un rôle très important, parce que vous ne changez pas une organisation en claquant des doigts. Parce que sinon, vous risquez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc ça posera demain des difficultés. Donc c'est vrai qu'il va falloir gérer, là les DRH ont un rôle important demain à terme, une espèce de logique, un petit peu de trouver le bon rythme de tout ça. Moi j'ai la conviction que la société du travail est engagée sur un chemin de transformation qu'on n'en a pas connu depuis des années, plusieurs dizaines d'années, mais qu'en revanche ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il faut y ajouter évidemment les dimensions RSE et tous ces éléments-là qui deviennent des éléments de critères. Mais moi, je n'observe pas une inversion des critères dans l'engagement ou dans le recrutement. J'observe un rapprochement des critères. Je veux dire par là, c'est que pendant longtemps, le premier critère, le critère qui était en haut, c'est la question de la rémunération. Et pour la démission, le critère qui était en haut, c'était ma relation directe avec mon manager. Ça n'a pas vraiment changé. Il y a une étude qui a été faite par je ne sais plus qui sur les attentes depuis 1998 à nos jours. En fait, vous vous rendez compte que ça ne change pas. En revanche, les critères d'engagement de l'entreprise, notamment dans les enjeux environnementaux ou sociaux d'un côté, de liberté d'organisation du travail via le télétravail notamment, sont montés très fort. Autrement dit, vous êtes passé d'un critère majeur à 3 critères. Et ça, c'est une complexité que les RH auront de plus à gérer. Troisième élément qui va, de mon point de vue, peser sur la fonction assez fortement, c'est le fait que, d'une certaine manière, les personnes sont de moins en moins intéressées par les modèles hiérarchiques. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont en train d'écraser leur modèle hiérarchique. Il y a une enquête, une étude que j'avais eu la chance de mener
avec le BCG quand j'y étais avant d'être chez L'Oréal, où on avait interrogé 4000 non-managers en Europe, c'est-à-dire en Espagne, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. On avait interrogé plein de questions, et à la question « Voulez-vous devenir manager ?», vous avez 15% des gens qui répondent oui. 15%. Or, ça pose un sacré problème, parce que nos modèles de rémunération sont fondés là-dessus. Et par conséquent, si on écrase une hiérarchie, il y a un moment, il va falloir revoir nos modèles de rémunération. Tout simplement parce que sinon, il va y avoir un bug à un moment ou à un autre. Donc, ils ne veulent pas devenir manager, il y a des tas de raisons à ça, bon, peu importe, mais sur le fond, c'est aussi, et on l'observe, et je pense que la génération qui est là le pense aussi, moi en tout cas je l'observe, c'est que le modèle très hiérarchique est un modèle qui finalement devient de moins en moins attractif parce qu'on est beaucoup plus sur des modèles par projet, des modèles transversaux, je change de projet, je change de sujet. Moi, je le vois tous les jours avec la tech. En tech, L'Oréal recrute 3000 personnes par an. Mais tous les jours, ils m'expliquent ça. Ils me disent, mais non, mais moi, ça ne m'intéresse pas de devenir chef du chef. Ce que je veux, c'est changer de projet, etc. Et ça va être une espèce de tendance qui, à mon avis, va s'installer partout. Là aussi, pour les RH, c'est un vrai sujet, parce que ça pose les questions du développement de carrière, ça pose la question des politiques de rémunération, ça pose la question de la reconnaissance individuelle, et ça pose la question d'un truc qui a été un petit peu abandonné au fil du temps, qui est la valorisation des experts dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on passe son temps à valoriser les managers ou les décideurs. Mais en fait, il faut prendre en compte les experts. On appelle les piliers, c'est-à-dire des gens, vous avez besoin d'eux, parce que s'ils s'arrêtent, personne ne sait faire ce qu'il sait faire. Et on a un peu oublié ça, cette tendance-là. Donc cette tendance à la déhiérarchisation, elle vient beaucoup perturber. Elle vient perturber parce que les entreprises fonctionnent sur un modèle pyramidal. Le fait de déhiérarchiser ne signifie pas qu'on rentre dans une espèce de vaste démocratie participative, parce que ça ne marche pas. Et le troisième élément sur la déhiérarchisation, c'est effectivement, ça signifie que les modes de management doivent être beaucoup plus souples qu'ils ne le sont, et que les process de décision sont de nature différente, et ça, c'est assez troublant. Moi, je crois que la génération qui monte, elle est plutôt prête à ça, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que maintenant, dans les écoles diverses et variées, on travaille plutôt sur ce modèle-là. Et ça explique d'ailleurs, d'une certaine manière, par moment, la rupture qui existe entre les générations. Moi, je ne pense pas que la rupture soit générationnelle, je pense qu'elle est liée au modèle d'enseignement. Et les modèles d'enseignement que connaissent les gens comme vous depuis quelques années sont beaucoup plus sur le modèle de projets transversaux, et donc ils arrivent dans des entreprises totalement verticalisées. Et donc, effectivement, il y a une espèce d'incompréhension entre ce que j'ai appris ou comment je l'ai appris et comment les choses se passent. Du coup, ça pose la difficulté. Donc ça, les RH, ils ont aussi un rôle là-dessus. Autre point, après, il y a un système de questions-réponses, j'ai bien compris. Dans combien de temps? D'accord. Il faut que je ne tarde pas à fermer ma gueule, alors. C'est ça l'idée. Hein, et donc, non, c'est pour non, et donc, le dernier point, c'est effectivement, je reviens un peu sur la crise sanitaire, c'est que cette crise sanitaire, elle a, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, elle a considérablement accéléré la digitalisation du marché. Je vais vous donner un exemple, chez L'Oréal, avant la crise, 4% du chiffre d'affaires à distance, aujourd'hui, 26%. L'Oréal, qui fait quelques milliards d'euros par an, quand même. Ça veut dire qu'on a un shift de business et donc de compétences et donc d'organisation brutale. Or, à ma connaissance, la capacité des gens à acquérir des compétences plus vite qu'avant n'est pas vraie. Vous pouvez brancher les gens sur des trucs digitaux, un être humain, il n'apprend pas à faire les choses en 6 mois, alors qu'avant, il mettait 2 ans à le faire. Il apprend toujours 2 ans à le faire. Donc la capacité d'anticipation des RH de projeter les métiers de demain devient de plus en plus fondamentale aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur allié dans un comité de direction ou dans une collaboration du DRH ou de la fonction RH, c'est la fonction marketing. Quel rôle de la fonction marketing? C'est projeter les besoins du client à horizon à peu près 5 ans. Et ben, le job du RH sur ce sujet-là, c'est projeter les compétences dont on aura besoin pour répondre à la besoin du client qui a été identifié dans 5 ans, dans 5 ans. Donc la capacité d'anticipation, et ça c'est très difficile à faire, parce que ça veut dire que vous devez convaincre le business qu'il faut former des gens à des compétences dont ils n'auront pas l'utilité immédiate, mais qui est fondamentale pour ne pas se louper. Et d'ailleurs, il y a des tas de compétences qui sont déjà identifiées comme nécessaires, et la plupart des entreprises ne les mettent en œuvre qu'à l'occasion de la transformation, alors qu'on le savait. Et donc évidemment, ils disent, les gens ne se transforment pas assez vite, parce que la transformation, elle a 1 an de vie, alors qu'il faut peut-être 2 ans, ou 2 ans et demi, ou 3 ans pour acquérir la compétence.
Comme la stabilité dans le poste, c'est un autre élément. Je pense que le poste, il faut au moins, qu'on est notamment dans les jeunes débuts de carrière, tenir chaque poste à peu près 3 ans. 1 an pour apprendre, 1 an pour faire, 1 an pour assumer. Et moi, j'ai trop observé dans les entreprises des espèces d'étoiles filantes qui, finalement, ils passent 1 an et demi dans le poste, donc c'est facile d'être brillant, puis ils s'en vont, et ils n'assument absolument pas ce qui se passe derrière. Moi, j'avais l'une des personnes qui m'a formé à cette fonction, qui était une responsable ressources humaines régionale de Laurent Merlin, parce que j'ai commencé une DRH chez Laurent Merlin, et elle avait une expression qui n'était pas très jolie, mais qui était assez efficace. Elle disait « un balai neuf balaye toujours bien ». Autrement dit, quand on venait lui dire « on vient de recruter quelqu'un, lui c'est un manager incroyable, ou c'est un collaborateur », elle disait « hop, 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 on va attendre la 2e saison ». Vous voyez, c'est comme les chanteurs. On va attendre la 2e saison. Et c'était très vrai, en fait, parce qu'elle disait, mais sinon, on s'emballe, parce que la personne, elle est très bonne communicante, elle a des super soft skills, mais finalement, quand on regarde 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle reste? Qu'est-ce qui reste de ce qu'elle a fait? Donc c'est pour ça que, et c'est cette femme, qui est aujourd'hui à la retraite, elle avait appris quelques éléments de base, et j'ai beaucoup appris avec elle et avec d'autres. Donc ça, donc la question de la gestion de l'upskilling, elle est effectivement au centre, mais elle est au centre dès lors qu'on arrive à anticiper et à prendre ce pari. Elle a une autre dimension que la transformation digitale a et qui est très douloureuse par rapport aux autres transformations technologiques des années 80, des années 90, c'est que la transformation digitale, l'IA, ces trucs-là, rend des métiers inutiles. Alors qu'avant, les autres modèles de transformation augmentaient ces métiers. Mais la transformation digitale, avant la crise, elle a été prise comme un élément de remplacement et pas comme un élément d'augmentation. Vous connaissez tous peut-être ici Alexandre Pachulski. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire son bouquin. C'était le fondateur de Talentsoft, qui a démontré ça, qui a dit la crise a une vertu, c'est qu'elle a montré que l'IA favorise l'augmentation des gens et non pas leur remplacement. Parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion du confinement que quand les gens ne sont pas là, ça marche quand même vachement moins bien. Et d'ailleurs, à quoi sont confrontés les DRH aujourd'hui? À la reconstitution des collectifs. Parce qu'une entreprise où il n'y a pas de collectif, elle ne fonctionne pas. Donc c'est bien les gens qui font l'entreprise, c'est pas l'IA. Et donc, cette transformation digitale qui avance, elle a cette particularité douloureuse, c'est que vous devez être obligé de dire à quelqu'un un jour, tu fais très bien ton boulot, mais ça ne sert à rien que tu le fasses. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais avant le BCG, vous venez me dire que je suis un instable, avant le BCG, j'étais DRH de la Massif, et j'avais tout un service de, je sais pas combien de personnes, ils étaient très nombreux, 400 ou 500, qui gérait le courrier. Parce qu'à l'époque, on discutait avec ces assureurs. Aujourd'hui, vous avez qui a envoyé un courrier à son assureur récemment? Personne. Vous faites ça sur les sites, en mail, machin. Et donc ces gens-là, ils faisaient très bien leur boulot, depuis 30 ans. D'ailleurs, personne s'était occupé d'eux depuis 30 ans. Mais seulement, ça ne servait plus à rien, parce que plus personne nous écrivait. Donc c'est ça, vous êtes confronté à ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, désolé, on va confondre les employés et les emplois, donc on n'a plus besoin de courrier, donc tu dégages. Parce qu'ils n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Seulement, on ne les a pas préparés. On ne les a pas préparés à cette... Alors, il s'avère qu'on a géré le truc à peu près correctement, on les a formés, on a licencié personne, et on les a mis sur des plateformes, et donc ils ont appris. Mais là, on a découvert un truc tout simple, c'est que ces gens-là nous disaient, mais attendez, vous ne pouvez pas me mettre à répondre aux clients sur des mails. Je fais une faute d'orthographe parce que c'est des gens qui avaient des niveaux de qualification très bas, donc il a fallu qu'on mette en place un truc qui s'appelle le projet Voltaire, que vous connaissez peut-être, pour les rassurer, en fait. Pour leur dire, attends, vous êtes capable, et si vous faites une faute d'orthographe, on va survivre, c'est pas très grave. Vous voyez? Et tout ça, c'est de l'anticipation, parce que tout ça, vous le faites pas en 6 mois. Et pendant ce temps-là, vous avez l'ADG qui vous dit, non mais attends, moi, c'est quoi ce service courrier là? Parce que moi, je paye 500 personnes qui ne reçoivent plus de courrier. D'accord, enfin, maintenant on a 2 manières de faire. Soit on le gère comme un sauvage, soit on ne le gère pas comme un sauvage. Vous savez, comme DRH depuis quelques années, on me dit, mais est-ce que c'est pas trop dur quand tu dois licencier des gens ou faire un plan social? Je dis, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Je vous rappelle que c'est à peu près 4% de mon temps. Le reste du temps, c'est plutôt autre chose. En revanche, vous pouvez toujours prendre des décisions difficiles dès lors que vous les prenez pas comme un salaud. J'étais invité sur le plateau d'Europe 1 avec Thomas Soto sur l'affaire Bridgestone. Vous savez, l'affaire Bridgestone, c'est la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Donc très bien, j'avais dit OK, comme un con, j'ai dit oui, et j'y suis allé, et en fait, un quart d'heure avant l'antenne, Soto me dit « Ah, j'ai oublié de te dire, il y a le délégué CGT de Bridgestone qui sera là aussi. » C'est sympa. Ça va être sympa. Je dis, sachant que moi je suis pas DRH de Bridgestone, donc je peux pas. Mais en fait, le dialogue était hyper intéressant parce que la question de Thomas Soto, c'était comment un DRH gère ces situations. Et j'avais expliqué en discutant avec le type de la CGT qui était sympa. Je lui dis, tous les politiques qui s'agitent, je ne sais pas si vous venez à l'époque, le maire Xavier Bertrand disait, on ne fermera pas l'usine, mentent. Cette usine fermera. C'est sûr. Maintenant, le job du DRH, avec les partenaires sociaux, c'est trouver les conditions dans lesquelles
on exécutera la décision stratégique sans pour autant mettre les gens sur le carreau ou avec les conditions les plus protectrices. Et j'avais dit, plus les politiques parlent, plus ils empêchent ce chemin-là. Parce qu'ils créent de la tension. Alors qu'on n'a pas besoin de tension. Le job du DRH, c'est d'abord être associé à la décision d'origine, bien faire comprendre, et je finirai par ça, bien faire comprendre quel est l'enjeu, quels sont les risques, quelles sont les manières de lutter contre ça, ne pas empêcher la décision, puis l'exécuter avec les partenaires sociaux quand c'est nécessaire, etc., pour qu'on ne confonde pas les employés et les emplois. C'est ça la responsabilité d'un DRH. C'est pas bloquer tout, maintenir des emplois à tout prix même qui ne servent à rien. C'est faire en sorte que l'être humain ne soit finalement pas la victime d'une décision nécessaire. C'est très difficile. C'est très difficile. Édouard Malo-Henry, l'ancien DRH de la Société Générale, avait une formule géniale. Il disait le DRH a la responsabilité du vivant dans l'entreprise. Il avait dit ça à une convention de la NDRH, je ne sais plus où. Et c'est très vrai. Et puis, dernier point, le rôle du DRH aujourd'hui, mais surtout le DRH de demain, sur une bonne décision, elle repose sur 3 critères. Elle est socialement acceptable, pas au sens des syndicats, mais au sens des gens. Elle est managérialement diffusable, c'est-à-dire qu'elle est explicable par les managers sans les faire mentir. Et elle est économiquement rentable. Eh bien, si vous prenez ces 3 critères, le DRH a la responsabilité, ou la fonction RH a la responsabilité des 2 premiers. C'est à eux de garantir à la direction générale que socialement, on va pouvoir l'expliquer ou la rendre acceptable. Et je ne parle pas des syndicats, je parle du corps social. Que deuxièmement, les managers de proximité vont pouvoir l'expliquer, la conduire, l'exécuter, la mettre en œuvre. Et 3, qu'elle est rentable économiquement. Malheureusement, dans un certain nombre d'entreprises, on commence toujours par le critère numéro 1. Et le meilleur exemple, c'est des dizaines de fusions-acquisitions qui se sont fracassées sur la dimension humaine, tout simplement parce que peut-être que le modèle industriel, peut-être que le modèle économique, financier était parfait, sauf que les gens n'ont pas voulu. Les gens n'ont pas voulu, donc ça ne s'est pas fait. Vous avez des très grandes fusions mondiales qui finalement n'ont jamais eu lieu pour cette cause-là. La dernière en date est celle de, enfin pas la dernière en date, mais une des plus symboliques, c'est celle de Renault avec FCA. Finalement, FCA a rejoint PSA pour construire Stellantis, parce que Carlos Tavares, qui n'est pas le mec le plus cool du monde, il est rentré par la dimension culturelle d'abord. En disant, mon sujet, c'est que les gens travaillent ensemble, après on unifiera les plateformes de production. Donc la fonction RH, elle a ce rôle-là. Et ce n'est pas un rôle simple, mais c'est un rôle passionnant vu la transformation de la société à laquelle on est confronté. Donc vous avez bien raison de choisir ce métier-là et d'avoir adhéré à la NDRH. J'ai fait tout ce que j'ai coché, tout ce qu'il fallait. J'ai fini, monsieur Gulchelli. Même les abonnements à la NDRH, c'est parfait, c'est complet.